Pourquoi? Parce que je veux que cette politique du renouveau perpétuel, merci pour l'expression, puisse perdurer pour la construction de notre pays. Parce que j'ai vu comment cette politique du renouveau perpétuel a posé les fondations, les jalons de notre société, du Cameroun que nous voulons construire. Il ne faut pas perdre de vue que le Cameroun est comme, et j'embrasse vers sa question, le Cameroun est comme un champ qu'on cultive. Les mamans vous diront qu'il faut d'abord débroussailler, il faut sacler, il faut cultiver avant de semer. Le Cameroun est comme un immeuble que pour construire, il faut d'abord faire les fouilles. Après, il faut mettre les fondations avant de mettre les briques et de commencer à construire. Le Cameroun est donc ce jeune État qui n'a que 60 ans et que beaucoup de nos compatriotes estournés ou formatés par l'éducation occidentale et qui ne voient plus qu'avec les yeux de la démocratie occidentale, tentent de nous comparer avec des États millénaires, avec des États qui ont eu le temps de se construire, de se constituer, d'installer leurs institutions. Nous sommes encore à 60 ans, à l'âge, n'est-ce pas, j'allais dire enfantin d'une nation. Nous sommes à l'âge où un bébé ne cherche encore ses marques. Nous sommes encore en train d'implanter. Vous avez découvert ça comment, monsieur le ministre? Le déhanchement, c'était quand? Vous découvrez ça comment et quand? J'ai dit que c'est un processus. Ceux qui m'ont suivi ces dernières années, et je pense que depuis 2015, ont vu ce processus se mettre en place. Mon changement de logiciel. En 2015, j'annonçais déjà que tel que je vois l'aspect là, le PADEC ne va pas être candidat à la présidentielle de 2018. Je voyais déjà venir. Ceux qui m'ont vu soutenir la candidature de Ali Bongo contre Jean Ping ont compris mon raisonnement et mes explications à cette époque-là, où je disais que moi je m'étais converti à la religion du panafricanisme et de l'Afrique souveraine, avec des États souverains, et que je soutenais les gens qui n'étaient pas, n'est-ce pas, qui n'allaient pas servir les intérêts de nos concurrents occidentaux. Comme Ali Bongo. Pardon? Comme Ali Bongo. Comme Jean Ping. Oui, j'estimais que M. Jean Ping, qui avait annoncé dans sa candidature, parce que moi je le soutenais avant, je voulais le soutenir parce qu'il était président de la commission de l'Union africaine. Je partais à l'antenne d'une télévision concurrente pour le soutenir. Et y étant, quand j'ai vu ces images de campagne, où il disait que oui, j'ai eu une conversation avec l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis m'a dit ceci, l'Union européenne m'a promis ça. J'ai commencé à me reculer. Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez dire que la France a un plan secret contre les pays africains? Non, pas du tout. Je dis que la France est un pays ami. Mais? Et que c'est quand même sur le plan international un pays ami qui nous aide beaucoup. Mais il n'empêche que sur le plan international, nous sommes tous concurrents. Et il n'empêche que vous soyez inquiet quand un candidat appelle l'ambassadeur de France. Oui, parce que nous sommes concurrents. Monsieur le ministre, de manière précise et claire, lorsque vous faites des sorties et que vous dites, je vous cite, ils veulent séparer la tête du corps. Ils ont utilisé ça en Libye contre Kadhafi et ils veulent ramener ça ici chez nous. Voilà. Qui est-ce que vous désignez précisément? Est-ce que ce n'est pas un laïus pour éloigner les Camerounais des problèmes que vous avez jadis dénoncés, à savoir la pauvreté, l'accès aux soins de santé et tout le reste? Non, ce n'est pas ça. Et puis, si vous voulez, on reviendra sur la pauvreté mentale, la pauvreté que nous avons plutôt dans la tête plutôt que dans la vie. Non, la première pauvreté, c'est de manger. Ce que vous dites est intéressant. J'ai dit que la stratégie de nos concurrents, je ne parle pas d'ennemis, je ne parle pas d'adversaires, des concurrents. Nous avons des concurrents commerciaux. Nous sommes dans le marché international. Nous sommes dans le marché mondial. Et la stratégie de nos concurrents pour accéder à nos ressources du sol et du sous-sol consiste à diffuser des discours qui séparent le corps de la tête, c'est-à-dire qui séparent la société, le peuple des dirigeants.
on oppose les peuples à leurs dirigeants parce qu'on sait que si un peuple est uni à ses dirigeants, ils forment un tout tellement solide que la prédation ne peut pas passer. Donc les concurrents commerciaux, n'est-ce pas, de ce pays-là ne peuvent pas l'atteindre. Toute la guerre est là-dessus. Ce qui constitue ce qu'on appelle la guerre hybride là. Tout ça est l'armature de la guerre. Monsieur le ministre, est-ce que votre propos n'est pas en contradiction avec la stratégie du président Biya qui a reçu l'ambassadeur de France 2 fois en l'espace de 2 mois? 3 fois sans jamais s'adresser aux Camerounais en pleine période de Covid-19. Nous sommes là en diplomatie. Nous sommes là avec nos amis français, comme nos amis anglais, nos amis américains, nos amis russes, nos amis chinois. Nous entretenons de bonnes relations. Ces gens-là nous aident. La France, par exemple, nous a, je veux dire, donné 18 milliards, n'est-ce pas, récemment. Donc, on ne peut pas insulter celui qui vous prête de l'argent ou qui vous en donne ou qui vous aide. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous avons... Et ça tranche net. Je suis d'accord avec vous. Avec mes discours précédents, pendant que j'étais dans le maquis, pendant que j'étais dans l'opposition radicale, maintenant, je suis sur un plan où je peux voir, n'est-ce pas, je ne suis plus assis au fond du puits, où je pense que le ciel se limite au petit cercle au-dessus de ma tête. Je suis hors du puits. Je suis même sur l'étage. Je suis sur l'étage, une maison, sur un immeuble et je vois loin. Vous êtes sur un Voilà, et je vois loin, et je vois donc ces gens que hier je fustigeais, sans eux, nous ne vivrions même pas. Vous voyez cette fondation qui annonce le paradis. C'est ça, c'est-à-dire les braderies des entreprises publiques que vous avez dénoncées hier, le manque d'infrastructures, ça cessé d'exister aujourd'hui parce que vous êtes sur le toit. Monsieur Bobby Okono, je pense qu'il faut interroger les faits. Le fait politique comme le fait social. Il faut l'interroger. Parce que quand vous parlez de braderie, je peux vous dire donc que ça participe également d'un complot... C'était votre expression, hein? Oui, oui. De l'époque, n'est-ce pas? Je rappelle simplement de l'époque. Je dis donc ce que je disais à l'époque. Je découvre que... Non, c'est pas faux qu'il y a eu des braderies. Mais que ces braderies-là sont également, n'est-ce pas, suscitées par nos concurrents internationaux pour faire même bas justement sur nos entreprises, sur nos sociétés. C'est-à-dire cette privatisation qui nous est vendue de l'extérieur plus que de l'intérieur. Si vous vous en souvenez, nous avons été forcés, contraints d'aller à la privatisation parce que nos bailleurs de fonds exigeaient. C'est-à-dire que quand tu as un... Le président Biya avait dit... Nous n'irons pas au FMI. Mon frère, vous dites ça là-bas au quartier. Quand vous êtes Lui n'était pas avec nous au quartier. Quand vous êtes... un discours à la nation. Je dis que... C'est ça, ce que je veux dire, c'est que vous ne comprenez pas les subtilités de la gouvernance. Lui, il a dit, à ses débuts, quand il venait d'arriver, et ça anime même mon discours. C'est-à-dire qu'il a dit, le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Le Cameroun n'ira pas au FMI. Mais nous savons les conséquences. C'est-à-dire que pour un jeune État qui n'est pas encore assis, qui ne sait pas encore marcher, qui tient la main de quelqu'un, le tuteur te lâche, tu fais quoi? Monsieur le ministre, vous êtes en train de vouloir ramper, de vouloir construire une fondation, mais vous avez besoin d'une tutelle. Regardez que nous accédons à ce qu'on appelle l'indépendance, c'est-à-dire à la souveraineté internationale le 1er janvier 1960. Et quand le président Paul Biya prend le pouvoir à 49 ans, avec toute la masse d'expérience qu'il a, évidemment, il a envie de manifester la souveraineté, mais c'est une chose terrible qu'on convoite, mais qu'il faut conquérir avec intelligence, avec diplomatie. Si vous allez avec la force, vous n'y parvenez pas. Monsieur si le vous avez, ministre. regardez quand vous êtes dans la cour de l'école. Je prends l'exemple de nous quand nous étions tout petits. Il y a toujours un grand là qui cherche à te dominer, à te frapper. Et parfois, pour lui échapper, soit vous lui donnez votre goûter,
pour qu'il ne vous agresse plus, quelquefois vous êtes obligé de vous allier à un autre grand frère qui peut faire face à lui. Monsieur le ministre, Donc voilà, ça vous fonctionne avez aussi eu comme une ça. séance de travail avec le président Biya pour la dernière fois? Pardon? Quand est-ce que vous avez eu une séance de travail avec le président Biya pour la dernière fois? Je ne sais pas, moi, En tant que ministre. Moi, en tant que ministre. Est-ce que le président Paul Biya fait des séances de travail particulières avec les Non, ministres? même avec les autres ministres, les conseils ministériels, par exemple. Non, ce n'est pas, le président de PADEC ne peut pas répondre à cette question. Comment est-ce que vous imaginez que le dernier conseil ministériel soit tenu depuis janvier 2019 et qu'entre-temps, le président ait reçu l'ambassadeur de France à multiples reprises et vous estimez qu'il n'y a pas, que le président veut maintenir la souveraineté du Cameroun? Comment est-ce que vous expliquez ça? Oh là, c'est trop compliqué. C'est simple pourtant, on s'interroge sur la... Il est important pour que vous compreniez cela, que vous analysiez les choses avec une certaine hauteur. C'est ce que Max Weber appelle, comment il appelle ça déjà, Max Weber? Il faut recul, il faut prendre du recul, une distanciation avec le fait. Ne voyez pas ce que vous voyez à la télé. Il faut prendre une distanciation avec les faits. Qu'est-ce qu'on doit donc voir, monsieur le ministre? Donc je pense que vous voyez ce que vous avez vu à la télévision, c'est des relations fraternelles, chaleureuses, avec un pays ami qui nous aide, qui aide le Cameroun, qui aide le président Paul Biya à vous aider, à nous aider. Mais les Voilà États-Unis, la Chine aident, mais leurs ambassadeurs ne sont pas autant reçus que l'ambassadeur de France, et surtout en pleine crise sanitaire. Mais nous venons d'avoir 18 milliards, donc vous crachez là-dessus. On l'a reçu, on a eu 18 milliards. Et nous sommes encore en train de négocier avec les autres. Je pense, c'est le président du PADEC qui parle ici. Il devrait le recevoir. C'est le président du PADEC qui parle. Ce n'est pas, moi je ne suis pas ministre ici. Et donc, je pense que c'est important. Vous êtes jaloux qu'on ait reçu le président de la France 3 fois. C'est vous qui avez dénoncé la France. Non, je ne dénonce pas, je n'ai jamais. Vous avez dit que vous n'avez pas soutenu Jean Ping alors que vous étiez venu le soutenir. Parce que finalement, il avait appelé la France, il avait donné les assurances de la France, il avait transmis les assurances. Phénomène. C'est ça qui nous a embarqués. Vous nous avez embarqués vers le fil d'Ariane. Monsieur le ministre, comment faire comprendre à vos partenaires français... Et donc j'ai compris que finalement, si nous, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, nous voulons avoir notre souveraineté, nous devons garder de bonnes relations amicales avec nos amis et partenaires internationaux dans la limite de notre souveraineté. Monsieur le ministre, comment faire comprendre à vos partenaires que vous êtes prêts à prendre 18 milliards pour compléter, ou du moins pour injecter dans votre économie, et vous ne voulez pas prendre le package qui vient avec, à savoir la promotion des droits de l'homme et autres choses? Comment est-ce que vous faites pour faire comprendre à vos partenaires que vous êtes prêts à prendre 18 milliards, mais vous ne voulez pas le package qui vient avec, puisque c'est vous-même qui avez indiqué qu'ils veulent séparer la tête du corps? Monsieur Fouté, c'est là où j'ai dit que il ne me semble pas que vous preniez le recul nécessaire pour regarder cette affaire. Nous ne sommes pas l'État, monsieur le ministre. Non, c'est pas nous ne sommes pas. Non, je dis non, parce que Max Weber parle de la neutralité axiologique. Si tu veux analyser un fait politique, c'est-à-dire que si tu veux faire une explication politique, il faut avoir une neutralité axiologique. Ce qui te permet, n'est-ce pas, de... Comme vous. J'ai essayé, oui. Je l'ai fait. Sans ça, je n'aurais pas changé. Ah, d'accord. Ah oui. Et vous êtes neutre? La neutralité, non. Et maintenant, est-ce que vous êtes neutre? Est-ce qu'on peut être complètement neutre? La neutralité axiologique dans la recherche de sciences politiques, dans l'explication politique, permet de vous éloigner de vos jugements de valeur, de vos perceptions, de vos impressions. Parce que beaucoup de gens prennent leurs impressions pour des théories politiques. Vous nous invitez au détachement, mais vous venez d'indiquer que si Paul Biya adoubait un autre candidat du RDPC ou du pouvoir ou de l'opposition, vous le soutiendrez. Oui, parce qu'il va à ce moment, vous avez pris de la distance. J'ai déjà pris la distance. Puisque vous n'avez pas l'identité. Non, j'ai déjà pris la distance suffisante et j'ai choisi un camp. Celui qui est le camp de président Paul Biya et de celui qui va le suivre dans la même politique. Vous le suivez dans la même politique? Moi, je suis d'accord. Est-ce que vous croyez encore à la démocratie?
Je suis un démocrate, enfin moins démocrate que le président Paul Biya. Le président Paul Biya est plus démocrate que moi. Oui. Je suis un démocrate, mais je ne suis pas vraiment à la hauteur du président Paul Biya. Oui, vous êtes un démocrate et vous estimez que... Mais vous encouragez le parrainage? Non, vous est-ce qu'en démocratie, Paul Biya devait... Jean de Dieu Momo, est-ce que vous avez entendu parler du gré à gré? Oui, j'entends. Mais est-ce que vous n'apportez pas de caution? Est-ce que vous n'apportez pas de caution à la logique du gré à gré en évoquant un soutien au fils spirituel ou bien au candidat qui serait soutenu par Paul Biya pour une élection, si ça se fait avec des candidatures? Là, je vais vous renvoyer encore à une notion de science politique, aux auteurs de sciences politiques qui ont théorisé sur les partis politiques. Oui, je vais parler de Roberto Michel, par exemple, avec sa théorie, la loi des reins de l'oligarchie. Ça s'applique vraiment dans mon cas, dans le cas que j'ai choisi. Mais vous avez également, je ne sais pas comment il s'appelle encore, Maurice, comment il s'appelle, Duverger, je ne sais plus très bien, qui a également, en 1951, écrit un livre sur les partis politiques. Roberto Michel, c'est 1913. Et vous avez donc ces deux auteurs qui théorisent là-bas. Moi, j'ai choisi un camp. Je suis du PADEC, mais j'ai choisi de soutenir le candidat Paul Biya du RDPC, dont nous sommes dans la majorité présidentielle. Je ne peux pas donc, de ce point de vue, encourager qu'on mette quelqu'un du MRC, par exemple, ou bien du RDF. Donc, je n'entrave en rien la règle dont on a parlé. Si je dis que je veux soutenir, ce n'est pas le gré à gré, si je dis que je veux soutenir la personne que le président Paul Biya jugera utile de soutenir en disant celui-ci. Le président Paul Biya lui-même à France 24 disait en 2008 qu'en démocratie, il n'est pas question de soutenir un autre candidat. Il n'est pas question pour lui, détenteur du pouvoir, de choisir un autre. De choisir un dauphin. Choisir un dauphin. Comment vous appelez celui que vous soutiendrez? Mais monsieur, il est le président de son parti. S'il adoube un candidat de son parti, c'est une affaire. Non. Ce n'est pas un dauphin pour lui. C'est un candidat qui va à une compétition nationale. Une compétition où il y a plusieurs acteurs. Mais citez-nous une démocratie où un chef d'État a adoubé un autre candidat du parti. Attendez. Vous avez cité la France comme exemple. Vous allez peut-être nous donner un exemple en France. Est-ce que Chirac avait soutenu un candidat officiellement? Est-ce que Mitterrand officiellement? Est-ce que Pompidou? Est-ce que Giscard? Est-ce qu'ils avaient soutenu des candidats? Moi, j'aurais aimé que ce soit M. Franck Fouté qui vous réponde, parce qu'il sait comment ça se passe. Non, c'est à vous qu'on pose des questions. Même là-bas, monsieur, on choisit le candidat de son parti. Le Parti socialiste s'est réuni pour dire nous avons fait le choix de telle personne. Je dis le président en fonction. Mais le président en fonction peut un candidat de son parti. Qui vous a dit que le président en fonction n'a pas un candidat, n'a pas une préférence pour le candidat? Il a une préférence. Non, moi Chirac, il avait soutenu. Je ne veux pas me mêler des affaires françaises. Mais vous avez dit Paul Biya est un modèle de démocratie. Et c'est un modèle de démocratie. Mais en démocratie, on désigne pas de dauphin. Ce n'est pas un dauphin, c'est le candidat de son parti. Mais est-ce que c'est le président de la République? C'est le candidat de son parti à une compétition, nationale où il y a plusieurs partis. De quoi on parle là? Vous voulez rentrer dans la cuisine interne du RDPC. Vous y êtes. Vous êtes membre du RDPC. Moi, je suis au moins à la porte. Je ne suis pas avec eux. C'est une information que j'avais pas. Je suis le PADEC allié au RDPC. Et donc c'est mon allié. Et vous on fait les jeux d'alliance, vous allez de manière dispersée et vous venez reprocher aux gens qui font les jeux d'alliance. Ça n'a pas de sens. Je voulais justement vous poser la question de savoir pourquoi vous ne prenez pas la carte du RDPC directement. Mais comme vous avez dit que vous n'êtes pas un grand démocrate, je voudrais vous poser la question de savoir si vous êtes arrivé... un grand démocrate par rapport à Paul Biya. Oui. Il faut faire le parallèle. Vous l'avez dit. Je suis de grand démocrate à mon petit niveau. Oui. Mais comparé à lui, je ne suis rien. Est-ce que cela doit vous amener à remettre en question quelque chose qui est consubstantiel à la démocratie, à savoir l'alternance? Puisque vous dites, vous, aujourd'hui, que l'alternance est quelque chose de dangereux pour le Cameroun. Nous y voilà. C'est ça que je vous ai donc invité, n'est-ce pas, à la neutralité axiologique.
Comme vous. Pour essayer de comprendre. Vous me donnez 1 minute pour expliquer ça. Parce que c'est le nœud, je crois, le nœud gordien de cette affaire. Je suis naturellement pour l'alternance avant. C'est-à-dire avant de changer de logiciel. Et je me suis battu pour ça. Et en cours, vous savez, je suis un acteur, en cours de bataille politique, en cours d'action, je m'aperçois que l'alternance est plus revendiquée par les concurrents internationaux de mon pays que par les citoyens de mon pays. Comment ça? Je m'aperçois que ceux qui parlent plus dans les télévisions internationales de l'alternance dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays, ne sont pas... J'ai demandé 1 minute pour expliquer ça. Vous en avez déjà fait 2. Et donc, je me dis, mais pourquoi cette affaire les intéresse plus que nous? Et c'est là où j'en viens donc à la conclusion que cette alternance-là, on l'utilise comme une arme contre les pays africains qui veulent mettre leur fondation, qui veulent grandir, pour les empêcher de grandir, pour les empêcher d'accéder à la pleine et totale souveraineté économique et industrielle. Et donc, ça s'explique comment? Chez eux, ils veulent qu'on mette un président qui est encore novice. Comme moi, je suis arrivé quelque part, j'étais encore novice, j'ai commis quelques fautes, quelques erreurs à gauche, à droite. Quand vous venez d'arriver, vous commettez des fautes. Vous ne prenez pas vos marques. Et donc, à ce moment-là, les concurrents profitent pour signer les contrats qui sont parfois des contrats lyonnais et qui sont parfois de la reprise ou la reconduction des contrats dont vous ne voulez pas. Mais des contrats qui peuvent maintenir votre peuple dans une certaine servitude. Et donc, quand vous n'avez pas d'expérience, on vous permet d'être là. Dès que vous avez commencé à avoir une expérience, c'est-à-dire à partir de 10 ans, vous commencez à mûrir, à vous rendre compte que vous ne servez pas les intérêts nationaux, mais des intérêts des puissances internationales. C'est-à-dire que vous avez déjà échoué. Oui, à ce moment, oui. Vous avez déjà échoué. Donc, oui, non, à ce moment-là, quand vous réalisez qu'on vous a utilisé pour servir les intérêts occidentaux, ou qu'on vous a mis la pression, ou disons ça comme ça, quand vous réalisez que vous commencez à servir, votre peuple, les gens vous disent non, il faut l'alternance, il faut le chasser, parce qu'il faut qu'il parte. On va dire, il va partir, il doit partir, nous avons entendu ça. Et les gens qui disent, il doit partir, et qui sont prêts à armer votre peuple pour les chasser, et qui utilisent votre peuple, y compris beaucoup de communicateurs qu'ils utilisent comme cheval de Troie à l'intérieur pour vous fragiliser et prendre vos ressources. Ça dit, c'est l'argent. Pour vous, la bonne expérience, c'est à partir de 10 ans d'exercice du pouvoir. À partir de 10 ans, donc, on commence à devenir mûr. Donc aux États-Unis, on n'a pas encore eu de président expérimenté. Non, voilà où vous vous trompez encore. Voilà. C'est 8 ans le maximum aux États-Unis. Il n'y a pas de président expérimenté aux États-Unis. Merci beaucoup. Et pas en France depuis 2015 aussi. Vous avez dit non. J'ai dit merci, je vous donne raison. Non. Oui. J'ai dit merci pour cette remarque pertinente. Or, aux États-Unis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des institutions qui fonctionnent normalement depuis plusieurs siècles. Nous avons des institutions qui fonctionneraient même sans président, on pourrait dire. On a des institutions fortes qui ont été placées depuis des millénaires. Dans un régime présidentialiste. J'ai dit dans un régime présidentialiste. Hypothèse d'école. Nous avons face à ça un Cameroun, monsieur, qui peine à mettre ses fondations, et vous êtes toujours en train de comparer un Cameroun qui a 60, moi j'ai 60 ans. Qui en est le responsable? Le Cameroun a mon âge. Qui est responsable de cette situation? Et je n'ai même pas encore toute la sagesse qu'il faut. Vous voulez qu'on compare? Alors, je pense qu'il faut laisser la possibilité aux jeunes États africains de faire leur marque, de se mûrir. Et l'alternance est une entrave. L'alternance, pour moi, vous m'avez posé une question pertinente, je vous réponds avec la même pertinence. J'ai des exemples de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, qui se sont
qui ont construit leurs institutions avec des royaumes. La France, quand je compte, a eu pendant plusieurs siècles à peu près 69 rois qui se sont succédés. Ils sont très contents de vous parler de Louis XIV. Ils sont très contents de vous parler, n'est-ce pas, des rois qui ont marqué, de Charlemagne, qui ont marqué la France. Bon, ils parlent moins de Louis XVI, puisqu'ils l'ont guillotiné à la fin. Donc, l'Espagne, puissante Espagne, le roi d'Espagne, qui a fait la conquête, je viendrai, je vous répondrai, qui a fait la conquête du monde, l'Espagne, qui est allé aux Amériques conquérir l'Amérique latine, qui a fait des colonisations, des colonisations ici en Afrique. Vous avez la petite Belgique. Belgique, je dis petit parce que c'est quoi? C'est 30 000 km². Ce n'est même pas la région du centre. La région du centre, c'est 68 000 km². La région du littoral, c'est 20 000 km². Bamekим, à peu près 20 000 km². Voilà. Donc, voyez-vous un pays comme celui-là, qui a colonisé la RDC, qui est un pays continent, qui a 1 200 000 km². Mais pourquoi ? Parce que ces pays-là ont fait des institutions fortes dans le royaume. Citez le Ghana. Citez le Ghana. Pourquoi je veux citer le Ghana? Si vous voulez illustrer vos exemples par le Ghana. Le Sénégal. Pourquoi vous ne prendrez pas le Ghana, le Sénégal, comme exemple d'alternance des institutions françaises? Ah, d'accord. Merci. Rodrigue, je ne sais pas, peut-être qu'on vous a payé pour être mon complice. Je vais vous dire, dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans la vie des peuples au Ghana, au Sénégal, au Mali, au Bénin, depuis qu'ils pratiquent l'alternance? Dis-moi de fondamental. Donc, à l'indice de développement humain, vous pensez que le Cameroun est devant le Ghana? Le Cameroun est devant ces pays-là, monsieur. Oui, dans le Cameroun, vous pouvez rigoler comme la fois dernière, mais vous me donnerez raison. Okay. Le Cameroun est tellement en avance que, en réalité, on a peur de la rapidité avec laquelle nous sommes en train de monter, de nous développer. De quel point de vue? De quel point de vue, monsieur le ministre? Point de vue humain. On peut voir seulement de l'étage. L'Afrique du Sud, ceux qui pratiquent l'alternance, le Nigeria, etc. Voilà. Le Cameroun est devant. Voilà. L'Afrique du Sud pratique l'alternance, le Nigeria également. Qu'est-ce qui a changé donc au Nigeria? Le Cameroun est devant le Cameroun. Le Cameroun est devant le Nigeria du point de vue économique du continent. Vous faites le Nigeria, c'est la première puissance économique 000, je pense, kilomètres carrés. Le Cameroun, c'est 475 442 kilomètres carrés. Et nous avons néanmoins été colonisés par la Grande-Bretagne qui est combien? 20 000, 29 000, je ne sais plus, 20 000 ou 29 000 km². Nous avons été colonisés par la Grande-Bretagne. Pour vous, tout va bien au Cameroun, c'est ça? Je ne dis pas que tout va bien. Nous sommes au paradis? Je dis que nous pourrions devenir le paradis si on maintenait Paul Biya au pouvoir. Si nous avions une communication qui permette à ce peuple d'avoir, n'est-ce pas, la fierté. Et notre problème en vérité, le problème du Cameroun, ce n'est pas le problème du développement des infrastructures, c'est le problème de sa communication. L'absence de nous avons des communicateurs qui font tout pour détruire, pour ne pas présenter les bons côtés du Cameroun. Ailleurs, les communicateurs vendent leur pays, montrent comment Beverly Hills est joli, comment les Champs-Élysées c'est beau. Comment vous trouvez pas que c'est beau? Au Cameroun, vous trouvez pas que les Champs-Élysées c'est beau? Je trouve que c'est beau, mais dites au moins aussi que vous trouvez que au moins que le Cameroun aussi à certains endroits est beau. Mais vous trouvez qu'Avenue Germaine, Carrefour et du Plateau c'est beau? Nos communicateurs ne regardent que comme M. Rodrigue Tongué que le mauvais aspect. Et je viens de découvrir grâce à une lettre de moi, vous savez comment je fonctionne. Je ne demande jamais que... Ça fait des années que je connais Rodrigue Tongué. Je ne demande pas que tu es d'où. J'ai lu au détour d'une lettre que Chandan Tomé t'a adressée que tu étais un Bamléké qu'on appelait Ndachwa. Moi, je ne savais pas ça. Je m'appelle Ndachwa. Quelque chose comme ça. Voilà. Ça, je ne savais pas. Ah ouais. Bon. Vous le lien avec la question? Non, le lien, c'est que... Vous pensez qu'un Bamléké ne doit pas vous embarrasser?
Non, je pense Est-ce que vous pensez comme Chanda Tonnet, comme Bamileke ne doit pas vous embarrasser? Non, il peut m'embarrasser. Tout le monde m'embarrasse. Quel est donc le lien avec mes origines? Le lien, c'est que j'entends beaucoup de choses à gauche, à droite sur les origines. Et moi, je n'y prête pas attention. Et moi, j'essaie d'être contre ça. Et je ne veux même pas que ça influence le discours. Donc, mon propos, c'est que vous agissez là comme une certaine presse que je dénonce depuis. Comment? Et qui a pignon sur rue à Douala. En vous rappelant qui ne voit que les trous sur la chaussée, mais ne voit jamais le bon aspect. Ne voit jamais ce qui a été bien fait. Je voudrais prier nos communicateurs de ne plus formater notre peuple à toujours mal voir. Je suis une victime de cette vision. Et c'est ce formatage qui m'a amené dans l'opposition radicale dans les années 90. Si je n'écoutais pas les journalistes de la Sainte Trinité, je pense que je n'aurais pas été dans le maquis pendant aussi longtemps. Pour la gouverne de nos jeunes téléspectateurs, la Sainte Trinité, je passe sous le contrôle de Christophe Obionkono. Laissez-moi le dire. La nouvelle expression, le messager et challenge hebdo. Et challenge hebdo. La nouvelle expression de Séverin Tchonke, qui a aujourd'hui une autre télévision pour formater le peuple, le messager de Puce Jawé. C'était mon ami, mais quand même, on n'est plus ensemble. Monsieur le ministre. Et Benjamin Zébazé, naturellement, il est resté dans le maquis. Pour lui, là, il est. Nous allons suspendre cette